Mesdames et messieurs, retour sur le plateau TV du salon Business Industrie. Je le rappelle, 2 jours, 200 exposants ici au Parc des Expositions de Reims. Nous parlons des sujets qui intéressent tout particulièrement les industriels et celui-ci, mesdames et messieurs, risque de vous intéresser tout particulièrement puisque l'on parle d'intelligence artificielle au service de l'industrie, bien sûr. Je suis accompagné de monsieur Guillaume Blanc qui est le CEO de Monstock. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Je suis également en compagnie de Ramzi Belkir, le responsable commercial Grand Est d'Aprex Solutions. Bonjour. C'est ça, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, Saïd Lamri, le directeur Data, IA et Digital Infrastructure chez Digitalia. Bonjour Saïd. Bonjour. Bien, nous avons la chance d'accueillir donc 3 entreprises qui sont expertes et référencées dans le cadre de la dynamique régionale de Grand Est Développement Solutions qui servent l'industrie à travers l'IA. Est-ce que vous pouvez tout d'abord, messieurs, nous présenter votre entreprise, à commencer par Aprex? Ok, donc je commence. Déjà, je vous remercie pour l'accueil. Je remercie Business Industrie pour cette opportunité. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Ramzi Belkir, je suis technico-commercial sur le secteur Grand Est pour l'entreprise Aprex Solutions. Donc Aprex Solutions, c'est une entreprise qui a été créée en 2017. Donc notre corps de métier principal, c'est la vision industrielle destinée au contrôle qualité et au contrôle des procédés de fabrication. On intègre de l'IA justement dans nos solutions, Ouais. et notamment l'IA non supervisée. Donc par exemple, pour expliquer très simplement, dans un domaine très répétable, on se base sur des images KO pour comparer aux images suivantes, et aussi de l'IA supervisée, dans lequel cette fois-ci, dans une image, quand on a de la variabilité, positionnement, couleur, etc., on y intègre une IA différente pour détecter directement les défauts qui ont été appris. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est dimensionner le bon matériel et l'intégrer directement sur les lignes de production ou zones de qualité. Donc on est une entreprise avec un socle R&D de base, donc on est à 15 ans de recherche et développement du coup dans le secteur du nucléaire. Et aujourd'hui, on y intègre majoritairement des briques industrielles qui représentent aujourd'hui 98% de nos projets. Belle histoire chez Aprex Solutions. On passe à vous, Guillaume, sur la présentation de votre entreprise Monstock. Mais qu'est-ce Quesaco Monstock. Monstock, en fait, c'est une société qui édite un logiciel pour la supply chain. Donc nous, dès le départ, on avait travaillé sur la partie intelligence artificielle. Ça s'appelait précédemment machine learning, big data, etc. Donc nous, on a vraiment une expérience, presque une dizaine d'années sur le sujet, dans lequel, en fait, on arrive à accompagner les entreprises sur l'ensemble des processus supply chain industriels, c'est-à-dire de la partie achat, stockage, production, transfert vers des partenaires, calcul des plans de production, etc., jusqu'à la livraison client. Donc on accompagne vraiment nos clients sur des briques technologiques. Et ce qui nous différencie de façon très majeure, c'est plus d'une trentaine d'agents IA qui sont déjà disponibles dans notre plateforme, et également toute une brique d'agilité no-code qui permet aux clients, tout simplement par eux-mêmes, de reconfigurer leur plateforme. Donc ça, aujourd'hui, les métiers industriels doivent avoir de l'agilité pour s'adapter aux changements de gamme, etc. Et donc nous, on a cette capacité-là aussi dans notre plateforme. Donc on est aussi très connecté sur du matériel. On a fait des annonces aussi autour d'un drone d'inventaire. Donc on arrive vraiment à proposer aujourd'hui des systèmes extrêmement complets pour supporter les supply chains qui sont malheureusement souvent peu ou pas adressés par les ERP industriels, les MES, etc. Alors on couvre cette brique-là qui est un pain point de nombreux industriels. Les industriels se sont dit priorité à la prod, vous dites priorité à la supply. Ouais, aujourd'hui, c'est ce qu'on entend avec l'actualité. La supply chain, c'est un élément majeur pour la réussite de l'entreprise, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. On termine avec vous. Saïd, présentez-nous donc Digitalia, si vous le voulez bien. Oui, enchanté. Moi, du coup, c'est Saïd et je représente la société Digitalia, dont je suis le fondateur. On existe depuis 2019. On est situé à Haguenau, une petite ville au nord de Strasbourg. On est une équipe d'experts IA composée de data scientists, développeurs et docteurs IA. On travaille sur différentes problématiques. On va dire qu'on est plutôt intégrateur et développeur de solutions d'IA, à proprement parler, pour plein de secteurs d'activité, dont bien entendu l'industrie, d'où notre présence ici aujourd'hui. Et on fait également de la R&D. Donc on a l'agrément C2I CIR et on travaille sur des sujets où on développe des solutions IA sur mesure. On vient dépasser l'état de l'art sur des problématiques précises. Pour 90% de la population, l'IA c'est ChatGPT, c'est Claude, c'est Gemini. Il n'existe pas une IA, mais des IA, n'est-ce pas messieurs? Je pense que là je crée un consensus quand je vous dis ça.
On commence par vous? Oui, c'est ça. De toute façon, c'est vrai qu'il existe plusieurs types d'IA. Dans tous les cas, c'est des IA qui répondent à des problématiques différentes, notamment dans le cas de la vision industrielle. C'est vrai qu'on peut avoir de l'IA génératif, par exemple pour créer des défauts artificiellement sur des images. Mais dans notre cas, on sera plus concerné par le deep learning, parce que du coup, on va y intégrer des exemples pour l'apprentissage d'un modèle. Et selon vous, c'est quoi les 2 ou 3 facteurs clés de la réussite d'un projet IA alors? En tout cas, dans la vision industrielle, déjà, il y a une partie en amont et en aval. Déjà, en amont, par le client, c'est déjà la définition claire de son besoin. Il y a une première question qui permet de plus ou moins orienter de toute façon la technologie, c'est est-ce que je souhaite classifier mon défaut ou non? À partir de là, ce ne sera pas la même IA. Ça sera soit du supervisé, soit du non supervisé. Ensuite, il y a quand même un cadrage technique dans le sens où il faut définir clairement le besoin. À partir de quand on estime que c'est un défaut. Donc il y a quand même des discussions en interne, de manière à lever la subjectivité entre les hommes de la production et de la qualité, par exemple, pour déjà avoir un cadrage technique clair. Et puis ensuite, en aval, de notre côté, côté après, c'est vraiment la qualité de la base de données, la qualité de l'image en tant que telle. Il faut aussi être cohérent avec l'environnement de la production, l'environnement où on va contrôler et l'environnement où on va créer du coup le modèle d'apprentissage, le modèle de détection. Et du coup, c'est vraiment, pour en résumer en clair, c'est vraiment déjà le cadrage du périmètre et derrière avoir les bonnes conditions pour créer le modèle. Saïd, je vous vois hocher la tête, vous confirmez, vous êtes d'accord, vous plussoyez comme on disait dans le web il y a 20 ans. Oui, en fait, on a eu droit à la révolution numérique il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, c'est la révolution IA. Ça existait déjà avant, hein. Je rejoins mon confrère ici de Monstock qui a complètement raison. On utilisait d'autres termes, machine learning, deep learning, etc. Donc il y a des IA. On va dire que c'est plus la démocratisation depuis ChatGPT, forcément. Et puis tout le monde la prend en main, donc se rend compte de ce qu'on peut faire, à la fois en termes de génération, de prédictif, de computer vision ou autre. De ses limites aussi. De ses limites aussi, effectivement. Ouais. Grand sujet. Guillaume, même punition, même question. Qui plus est en supply, il y a un process un peu standardisé ou c'est vraiment c'est très adaptable? Nous, ce qu'on constate, c'est que sur la supply chain, souvent les clients ont quand même des besoins différents. Ils ont des processus, même des fois on a des confrères, des clients qui sont confrères et qui ne travaillent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes processus, alors qu'ils délivrent le même produit ou les mêmes finalités. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment être adaptable. Et la partie agent IA, il faut qu'on soit vigilant aussi parce qu'on essaie d'aller vite aussi. Et il faut faire les choses de façon assez propre, standardisée, scalable, pour pouvoir éviter de créer de la dette technique pour les années futures. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut trouver en termes d'organisation, de fonctionnement, pour éviter de construire des vraies bases solides et pas de construire des bases qui sont un peu trop flottantes pour ne pas poser des problématiques. En tout cas, il faut être adaptable, agile, et c'est pour ça que nous, on a beaucoup investi sur la partie no-code pour apporter ça. Et au niveau de la partie IA, c'est vrai qu'avec la généralisation de ChatGPT depuis 3 ans et demi, et de tous les acteurs qui sont dessus, et de toutes les sociétés qui produisent des services là-dessus, je pense que ce qui fera la différence, c'est vraiment cette capacité d'agréger des besoins différents, donc différents agents de différentes technologies, de différents besoins dans une même plateforme pour pouvoir adresser les différents sujets, parce que les besoins d'une entreprise sont multiples. Et ça, sur tous les services de l'entreprise, ça peut aller, on sera présenté sur la partie conception industrielle, jusqu'à la partie qualité, retour client, et avec toutes les étapes de production au cœur du réacteur. Et donc sur l'ensemble de ces éléments-là, on peut apporter des agents. Voilà. Donc c'est ce qu'on va échanger, mais on est vraiment dans une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus générale que ça n'a été ces dernières années, où on était vraiment sur des petits projets individuels sur un petit périmètre. Là, on est maintenant dans une transformation complète. Et donc là, c'est un point aussi qu'on peut compléter sur les éléments précédents, c'est qu'on est vraiment dans des projets de transformation AI, avec de l'IA au cœur de l'entreprise. On a évoqué les processus de transformation numérique, mais vraiment on est sur des processus de transformation IA de l'entreprise. Et vous, messieurs, vous arrivez à mixer les IA entre elles pour qu'elles soient extrêmement performantes, ou c'est plutôt des IA isolées que vous utilisez? En l'occurrence, dans notre cas, je parle toujours de vision industrielle, mais forcément, en vue du besoin, du contexte, parfois on est amené justement à mélanger différents types d'IA. Et le mix and match se fait bien? Oui, il se fait bien. Typiquement, je reprends un exemple, encore vision industrielle, désolé, mais
le non supervisé permet d'avoir assez de bases de données pour passer en supervisé justement. Donc en fait, en fonction du besoin, aussi du contexte, il y a de la complémentarité qui peut se faire. De la même manière, on reparlait d'IA générative, ça permet aussi d'avoir de la donnée en amont, s'il nous en manque par exemple. Donc oui, c'est des choses qui sont complémentaires et qu'on peut allier ensemble. Très bien, merci beaucoup messieurs. Alors justement, on parle à des industriels, alors on va rentrer dans le concret. Si certains ont envie de sauter le pas de l'IA, vous allez nous présenter chacun deux cas concrets, que vous avez gérés avec votre entreprise, à commencer par Aprex Solutions. Vous avez la parole. Eh ben super, merci. Oui, du coup, voilà, pour que ça soit aussi un peu plus clair, je ne sais pas si vous voyez tous les images sur le diapo, mais grosso modo, voilà, il y avait un cas de vis raccord, donc des vis raccords qui ont du changement d'aspect. D'une vis à l'autre, on n'a peut-être pas la même teinte, on a peut-être une plus grosse réflexion lumineuse, on peut avoir aussi des dimensions qui diffèrent. Et l'objectif cette fois-ci, c'était quand même d'arriver à détecter les défauts malgré la variabilité. Donc ce qu'on a fait, c'est du coup de l'IA supervisée. Dans mon image, j'apprends directement le défaut qui est connu en amont. Et ça me permet du coup, malgré les changements, des facteurs environnementaux, de détecter ce que je lui ai appris. Ici en l'occurrence, des chocs, des criques, des rayures. À savoir que la pièce était en rotation. Donc on sait s'adapter forcément à des situations qui sont différentes. Donc c'était dans le cas de l'industrie automobile, pour faire consonance plus large. Et puis ces défauts-là, voilà, peu importe leur taille, leur position, finalement on arrivait à les détecter. Et puis en second lieu, c'était cette fois-ci dans le domaine de la plasturgie. Donc voilà, c'était des pièces qui étaient cette fois-ci beaucoup plus répétables sur le convoyeur. Donc forcément, qui dit répétabilité, dit data facile à avoir. Donc ça permet du coup de créer cette fois-ci de l'IA anomalie. Tout ce qui va être différent de ce qui est présenté à l'image sera détecté en erreur. Donc en fait, c'est vraiment deux cas où c'était pas du tout les mêmes cadences. Typiquement, je sais que pour les vis raccords, on était à 1000 pièces par heure. Plasturgie, c'était un peu plus, mais du coup, le contexte, la répétabilité était mieux, était plus favorable. Donc voilà, ça permet de courir. Du coup, j'ai parlé de la métallurgie, de la plasturgie, mais évidemment, on couvre plus de domaines, la cosmétique et autres, même des sujets de bois. Voilà, donc c'est pour ça, c'est deux exemples, mais du coup, on n'est pas fermé, en tout cas dans la détection. Et aujourd'hui, les entreprises, elles vous disent merci parce qu'elles vont plus vite, parce qu'elles sont plus efficaces, parce que ça leur permet d'embaucher moins. C'est quoi finalement les raisons pour lesquelles elles font appel à vous? Du coup, en fait, c'est un contexte global. On doit produire plus vite et mieux. Donc forcément, cette réponse à ce besoin primaire, c'est déjà... parfois, c'est vrai que c'est aussi placer des personnes dans des postes avec plus de valeur ajoutée. Mais c'est aussi surtout ça, c'est produire plus vite et mieux. Donc factuellement, on peut contrôler plus vite. On contrôle mieux parce qu'on peut avoir des précisions. Il n'y a pas de fatigue oculaire aussi. Ça amène plusieurs avantages, c'est vrai, qui répondent aux problématiques industrielles. Merci beaucoup. Ramzi Belkir, je le rappelle, vous êtes le responsable commercial d'Aprex Solutions. Je vous propose qu'on passe à vous. Guillaume, pour Monstock, vous avez vous aussi deux cas d'usage ultra intéressants à nous conter. Avec plaisir. Et les voici d'ailleurs. Donc sur la partie industrie, nous ce qu'on a pu constater en fait, c'est qu'il y a des problématiques qui reviennent sur des difficultés de savoir où sont les produits, est-ce qu'ils sont en stock, est-ce que je dois envoyer mes produits à quel moment chez un partenaire pour faire un traitement de surface, est-ce que je dois commander, à quel moment, quels sont mes délais de production pour pouvoir répondre à des attentes clients. Donc nous on a mis en place un agent qui permet, c'est une suite d'agents qui permet de façon assez simple d'aider un industriel quand il doit répondre à ces questions-là. C'est qu'est-ce que je dois acheter, quand, avec quelles conditions commerciales, quand je dois faire suivre à un prestataire, un partenaire tel type de pièces, elles sont où, elles sont chez lui, est-ce qu'il les a traitées ou pas, de pouvoir répondre à ces questions-là et de pouvoir revoir le planning de sa production. Donc ça c'est un module qui s'interface au MES et ERP et qui permet justement de façon beaucoup plus simple d'aider dans ces prises de décision. C'est souvent assez compliqué. Et quand on a pris les décisions, ensuite il faut aller faire les modifications dans plusieurs outils, prévenir les prestataires. Et donc ça c'est une partie qui est assez lourde et chronophage. Et donc nous on a développé avec du no-code des connecteurs vers différents systèmes. Donc aujourd'hui la guerre c'est de se connecter sur d'autres systèmes. C'est souvent des parties qui coûtent assez cher sur des logiciels qui sont parfois anciens. Et en fait on arrive à directement aller piloter, agir et modifier les données dans les ERP, dans les MES.
pour pouvoir gagner du temps pour les équipes. Donc ça, c'est une autre façon de travailler où on n'a plus besoin d'aller dans 15 écrans, 3 outils pour gagner du temps pour les équipes. Donc ça, c'est une démarche qu'on a appelée Supply Action. C'est une solution, Supply Action, qui permet d'embarquer ça au-dessus des outils du client, les outils classiques, sans avoir à tout refondre. Donc ça permet de démarrer très vite, d'aller très vite, de déployer ces fonctions-là. On a d'autres fonctions aussi pour les équipes techniciens, maintenance, qui doivent aller chercher des pièces pour aller faire une intervention chez un client pour réparer le matériel pour les industriels qui ont pu fabriquer des pièces, de savoir où est la pièce, à qui je dois la demander. Et l'IA, là, va agir pour déterminer le meilleur chemin au meilleur coût pour faire venir des pièces. Okay. Ça, c'est des choses qu'on équipe aussi pour des sociétés qui stockent des pièces pour les stations offshore en Afrique, etc., où ils doivent faire venir des pièces en urgence. Voilà, donc ça, c'est vraiment des cas d'usage importants. On a aussi tout ce qui est inventaire à la voix. Donc maintenant, on arrive aussi à éviter de travailler avec l'interface mobile sur le floor de production pour déclencher des litiges, inventorier des pièces, etc., en ayant les mains libres, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est une autre façon de travailler aussi. Mais comment, c'est créé comment ça concrètement? Parlons très très concret. Très concrètement, on dit je veux démarrer un inventaire, je veux inventorier tel emplacement ou tel bord de ligne. Je veux dire le début de mon bord de ligne, ligne de production 14. Créez-moi un inventaire. Et donc là, il va pouvoir directement à la voix, il a les produits, il dit je veux tel produit, telle quantité. Voilà. Donc c'est très simple, et donc ça va faire l'inventaire directement à la voix. Voilà. Alors c'est pas, on peut parler aussi des limites. On évoquait des limites. Par exemple, nous, ça c'est pas adapté quand il y a des produits avec des numéros de série. Voilà. Donc c'est bien pour des matières premières, etc. Mais dès qu'on est sur le numéro de série, c'est pas très sympa de dire tel produit avec tel numéro de lot et dépeler le lot, puis dépeler le numéro de série. Bon, voilà, ça complique un peu la tâche pour le coup. Mais dans certains cas, c'est sympa, ça fait gagner du temps, c'est plus rapide. Voilà, donc là, il y a l'efficacité qui est atteignable. Et on a aussi des modules, on équipe des industriels ou des sociétés de services sur la dotation du matériel des techniciens. Donc ça, pareil, c'est souvent des processus qui sont assez longs. C'est des collaborateurs, des fois, ils ont entre les EPI, les cutters, tout le matériel dont ils ont besoin. Des fois, ça peut prendre une demi-heure de préparer la dotation d'un collaborateur. Et donc là, en fait, le système, on lui intègre les règles. Donc c'est très simple. Des fois, les clients ils nous déposent un fichier Excel. Et le système, il va déterminer quel matériel il faut lui donner. Et ça envoie l'ordre au préparateur. Donc il n'y a plus besoin de intermédiaire, en fait. Et ouais, c'est ça. Et donc en fait, on a les informations, son nom, prénom, quand il arrive du système RH. Voilà. Il nous demande des fois la taille des mains ou des fois des informations qui ne sont pas demandées initialement dans les systèmes RH en amont. Et on revient sur les notions de revoir le processus métier. Et là, automatiquement, ça va préparer la demande au préparateur avec tout ce qu'il doit préparer pour le collaborateur pour faire sa remise. Et là où pour des clients qui sont juste à côté, ils passaient plus d'une demi-heure sur cette action-là pour chaque nouveau collaborateur, mais là, c'est moins d'une minute. Voilà. Donc ça change vraiment la façon de travailler. D'autant que ça permet de gommer les ordres et les contre-ordres de ce fait, parce qu'on a toutes les bonnes infos dès le départ et centralisées au même endroit. Et voilà, et avec l'interface en chat, on peut le faire directement au texte ou à la voix. On n'a pas de 15 écrans à remplir. Il nous dit tout de suite, tiens, il te manque 3 infos pour le faire. Donc il va pouvoir demander directement depuis le chat, envoyer par mail à la personne les infos. Donc en fait, ça casse la façon de travailler où on était obligé d'aller dans un autre outil, faire l'envoi de mail, etc. Ça permet vraiment de fluidifier le processus. Top, merci beaucoup. Guillaume, je vous propose qu'on passe la parole à Saïd. J'allais dire Ramzi, mais non, il a déjà parlé, puis il parle trop. Alors, non, pardon, allons-y. Pour Digitalia, du coup, 3 cas concrets aussi qu'on a ici. Allons-y. Oui, alors moi, je vais vous parler justement d'un premier cas qui est en fait l'assistance à bureau d'études et au pré-chiffrage technique. Sur ce cas-là, en fait, il y a beaucoup d'industriels qui ont une problématique qui est en fait le traitement des demandes clients. Donc, j'ai un client qui va m'envoyer une demande, qui veut une production assez précise. Il y a 2 cas de figure. Soit il va m'envoyer quelque chose de très précis, avec un cahier des charges. Soit en fait, il va m'envoyer un brouillon du à peu près, une liste de composants qu'il a vu, qu'il aimerait avoir sur son produit, un croquis, un dessin technique, un plan, etc. Mais qui n'est pas encore, on va dire, qualifié à 100%. Là, le bureau d'études, lorsque tout est bien défini, qu'il y a un cahier des charges précis, il va travailler pour faire son pré-chiffrage technique et faire une proposition. Donc là, tout va bien, c'est le cas idéal. Dans le deuxième cas, il faut qualifier.
Donc là, l'IA, elle va intervenir pour qualifier dans un premier temps. Elle va extraire intelligemment toutes les informations à partir de plans industriels, à partir de dessins techniques, à partir également de ce qui a été transmis sur un cahier des charges ou une petite note, ce qui a été transmis par mail également. Okay. Et à ce moment-là, une fois que les informations sont extraites, il va décider de qualifier la demande ou pas. Okay. Exemple, tu veux un micro. Tu veux ce micro-là, ben, tu n'as pas précisé si maintenant c'est un micro qui pouvait tomber au sol ou pas. Ouais. S'il tombe au sol, ben, il faut qu'il soit plus résistant. Donc là, l'IA va préqualifier, poser des questions. Et une fois qu'il a eu tous les éléments de réponse, il va pouvoir ensuite aller directement au sein, des bases de données et du savoir de l'entreprise Ouais. pour aller conjuguer ça en liste de matériel, ce qu'on appelle la BOM, Build of Material. Donc il va la créer, identifier en fait comment est-ce qu'il va répondre à ce besoin et réaliser un dessin technique. Okay. Tout ça c'est fait de façon automatique. Ouais, ça va très loin quand même. Ça va très loin, c'est assez fiable. On peut être bluffé jusqu'à où on peut aller. Ça peut ingurgiter des PDF qui font des centaines de pages avec des schémas techniques très précis, beaucoup de symboles, beaucoup d'échelles différentes, avec une continuité et un contexte qui est gardé. Et derrière, ensuite, ça va proposer un préchiffrage qui est validé à la fin par l'humain, bien entendu. On ne va pas laisser faire l'IA jusqu'au bout. Donc là, il y a une personne qui est un ingénieur commercial ou autre qui va venir valider ou pas en fait, le préchiffrage. S'il n'est pas validé jusqu'au bout, il va noter pourquoi est-ce qu'il n'est pas validé, voire même prompter pour rajouter un élément contextuel manquant pour que l'IA puisse recalibrer la proposition. Donc ça veut dire que très concrètement, cette IA est capable de partir du projet le plus embryonnaire qui soit et lui permettre d'être ficelé. En termes de qualification, j'entends. Oui, on peut aller jusqu'à des projets assez complexes parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des méthodes en fait qui permettent de garder un contexte lorsqu'on a beaucoup d'informations, notamment des systèmes RAG plus précis et du chunking qui permettent de découper les données pour ensuite les contextualiser et les utiliser de la bonne manière au sein de l'agent IA. Donc c'est faisable. Après, effectivement, pour chaque industriel qui voudrait mettre en place ce type de solution-là, ça nécessitera de le connecter au savoir, de voir comment les anciens préchiffrages sont faits, d'identifier quelles sont les listes de composants à utiliser, d'identifier également le savoir-faire du bureau d'études qui est déjà en place. L'idée, c'est pas de le remplacer, c'est tout simplement de l'assister. Et de l'optimiser. C'est ça. Justement, alors, comment on choisit une technologie IA face à un problème donné comment on l'éduque techniquement? Alors aujourd'hui, ça va tellement vite. On est en train de vivre une révolution IA on est en train de parler. Il y a déjà des ingénieurs qui sont en train de développer le nouveau cloud anthropique Mythos. Donc en réalité, moi ce que je recommande, c'est qu'on a des modèles de base qui sont déjà éprouvés, qui ont fait leurs preuves, qui peuvent répondre à un besoin. Comme l'a dit mon confrère également tout à l'heure, faut que les bases soient solides. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même une vision long terme. Je peux effectivement aller chercher une Ferrari, mais si j'ai besoin de faire 50 mètres, autant y aller à pied ou à vélo. Donc si le vélo répond aux besoins, on va proposer le modèle type vélo et pas la Ferrari. Si par contre j'ai besoin d'aller au-delà de l'état de l'art ou de faire quelque chose de très complexe sur du long terme, on va proposer un MVP, éventuellement un premier modèle qui sera remplacé par un second qui est déjà pré-identifié, voire même créer du multimodal avec un modèle qui est appelé en fonction de la complexité et du besoin de l'industriel derrière. Messieurs, une question pour tous les trois, et ce sera le mot de la fin. On est sur un marché de l'IA qui se structure. Comment vous percevez son niveau de maturité aujourd'hui? Les possibilités sont encore infinies, on arrive quand même à... On en est où? Alors, je me permets de commencer. Allez. Les possibilités sont infinies, oui. Nous, on a un adage. Chez nous, c'est tant que la data est fiable et exploitable, il n'y a rien qui est réalisable. On peut tout faire. Maintenant, c'est une question de sous, c'est une question de temps et une question de data. Un peu, peut-être. D'éthique, effectivement aussi, oui. Il y a éthique, c'est très important. Il y a frugalité, RSE. Voilà, l'Europe est plutôt en avance là-dessus. Après, on n'a pas à rougir par rapport aux Américains ou aux Chinois. On est peut-être en retard sur certains sujets. On parle de Dark Factory en Chine notamment. Tout à fait. En revanche, on a tout le savoir. On a de très bons docteurs. On a des gens qui sont très bons dans leur domaine. Et je pense qu'avec l'actualité qui vient de se passer économique et politique, il y a de beaux jours à venir ici en Europe. Je vais m'arrêter sur ces mots de mon côté. Guillaume, une conclusion sur la structuration du marché de l'IA? Aujourd'hui, il y a énormément d'évolutions quotidiennement, donc c'est difficile d'avoir une vision projective. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a des outils pour avancer vite et bien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une question d'adoption et de transformation. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, tout est disponible aujourd'hui, je pense. Voilà. Très bien.
Je vous laisse terminer. Eh ben, de toute façon, mes confrères ont bien expliqué, je rebondis un peu sur ce qu'ils ont dit. Ouais. Il y a encore des très belles choses à voir sur l'IA. De toute façon, actuellement, on peut que estimer qu'on n'est pas encore mature, vu qu'on connaît un gros potentiel, on voit un très gros potentiel. De la même manière, de manière générale, hein, le marché de l'IA est en croissance. Donc forcément, il y a encore pas mal de choses à voir et à faire. Très bien. Et alors, on estime qu'on quitte l'âge d'or de l'IA quand? Quand il arrivera à maturité? Bah, pour le moment, on ne sait pas encore. On sait pas encore. En tout cas, on sait que là, pour l'instant, on est quand même dans une belle phase de progression. On voit que tout change très très vite, tout s'améliore très très vite, et que on n'y voit plus trop des limites en ce moment. Eh bien, vous avez de l'avenir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau de Business Industrie. Et puis à très vite. Merci à vous. Merci.